J'avais eu un doute pendant la formation à un moment donné, parce qu'au cours d'un travail qu'on fait, je ressens la présence de l'archange Michael. Ce qui, somme toute, peut paraître too much. Ah bah, clairement là, je me dis, quand on a fini l'exercice, sachant que j'ai vécu, un truc assez fort, mais j'ai ça et je me dis: «Marie, quand même, Ça va. ça va? Ça Ouais. va la tête?» Je me dis un peu ça. Donc je me mets à raisonner fortement et là, c'est une personne que nous avons en commun. Mon téléphone sonne. Stéphane Michael. Merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. On va parler de lecture d'âme, d'annales akashiques, de libération karmique, de mission, d'incarnation, tous ces sujets d'abord qui nous passionnent, qui nous intriguent aussi, et il nous faut toujours des gens, comment dirais-je, j'allais dire presque des gens habités, des gens qui ressentent, qui perçoivent et qui nous permettent justement d'avoir un bel éclairage. C'est Marie Frakoviak qui est installée sur les canapés. Bonjour Marie. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Quel bonheur de vous recevoir. Merci de me recevoir. Je suis très heureuse. Merci d'être là donc et de parler de vous parce que j'ai le sentiment alors il faut quand même savoir qu'à chaque fois que quelqu'un vient s'installer ici, on fait ce qu'on appelle une fiche de prod, donc on connaît un petit peu votre histoire. J'ai pas le sentiment qu'il y a eu dans votre histoire de grands bouleversements. La plupart des gens qui s'installent là viennent avec des fêlures, avec des cassures, avec des bagages, avec des choses un petit peu difficiles. J'ai pas le sentiment que ça a été le cas pour vous. Alors moi, j'ai pas vécu de gros drames, si on veut utiliser ça. Et tant mieux. Mais j'ai eu une grosse crise de vie personnelle en 2003. Que vous nous raconterez ? Ouais. Bon. Vous n'étiez tout de même pas prédestiné à ça. Alors au départ, non. Surtout que dans ma famille, on n'était pas dans ces sphères-là. Et même après, votre cursus. Mon cursus, mais j'étais quand même intuitive assez tôt. Voilà. Et puis avec une sensibilité qui n'était pas toujours simple à gérer. Et après, les choses se sont faites vraiment progressivement et ça me va bien parce que je pense que si ça avait été du on-off, ça aurait été trop. Donc c'est vraiment un cheminement. Quand aujourd'hui, et on le voit sur votre visuel, il y a marqué « thérapeute de l'âme ». Ouais. Vous osez aujourd'hui dire ça ? Oui. Vous dites « je suis thérapeute », comme ça au moins ça évite toutes les questions. Alors il y a différentes choses. C'est que vraiment si je m'inscris dans ce à quoi je me sens correspondre aujourd'hui, c'est thérapeute de l'âme. Vraiment. À travers ce que je fais et les retours que j'ai. Après, si je rencontre des personnes, je dis plutôt thérapeute, surtout que même avant, quand j'étais psy, je voyais déjà, quand je disais je suis psychologue, les gens pouvaient changer de visage, comme si je venais de rentrer dans leur tête, je ne sais pas ce qui se passait. Et donc thérapeute, c'est très large, parfois les personnes rebondissent, sinon elles passent à autre chose. Mais si je veux vraiment me définir aujourd'hui, je considère que c'est ça, puisque je parle aux âmes. Aux âmes. Voilà, ouais. Alors, ce qui est assez... aussi presque paradoxal pour certains, c'est que le mot thérapeute associé au mot âme, c'est presque antinomique. Thérapeute, il y a une dimension de santé, de guérison, d'accompagnement. L'âme, évidemment, cette dimension spirituelle. Et on dit que parfois, ça matche difficilement. Alors moi, je le définirais de la façon suivante, c'est que dans thérapie, c'est le fait d'accompagner. Alors ça peut être du soin médical, moi c'est pas du tout mon registre, mais c'est de l'accompagnement. Et que quelque part dans ce que je fais, c'est que je permets aux personnes de renouer à leur nature profonde à travers une lecture d'âme et que ça amène des évolutions, des libérations, parfois qui se font simplement lors de la lecture d'âme, parfois avec la libération karmique, et que quelque part, je ne veux pas utiliser le mot soin, parce que là par contre je m'associe pas à ça, mais le terme de pouvoir libérer et donc évoluer, avancer et je dirais, s'épanouir dans sa vie. Donc, c'est une forme de guérison. Voilà. Vous avez cherché ce chemin-là longtemps avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui ? Pour moi ? Oui, parce que alors, chercher, non, c'est que les événements de la vie m'ont amené à revisiter un certain nombre de choses et à voir que j'étais pas en train de prendre un chemin d'authenticité. Ce qui veut pas dire superficiel, mais j'étais à côté de moi. Donc, c'était de revenir là, et puis après, à travers des découvertes, des rencontres, des formations, mon parcours de vie, des difficultés que j'ai pu rencontrer. Voilà. Un chemin d'authenticité. Alors ça, c'est intéressant. Qui peut prétendre, qui peut aujourd'hui
se glorifier de ça en disant mais moi oui j'ai un chemin d'authenticité. Personne n'a un vrai chemin. Alors déjà il n'est jamais terminé. C'est clairement pour ça que je dis. On est en marche on est en route toute notre vie. On chemine toute notre vie. Moi je chemine encore quand je partage. Je fais des lives par exemple tous les mois. Quand je partage, je dis je vous donne depuis ma fenêtre là où j'en suis moi-même aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que le chemin que j'étais en train de prendre, il y a 20 ans, m'éloignait de ma nature profonde. Parce que je voulais rentrer dans un cadre, ce qu'on pouvait attendre, etc. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je suis tombée. Voilà. Les RH. Ressources humaines. On est déjà dans l'humain au départ. Oui, exactement. Mais c'est un humain qui parfois tranche. Alors, moi, de toute façon, ce que j'observe, c'est que depuis très jeune, l'humain me passionne. Déjà, la biologie me passionnait, mais je n'étais pas destinée à m'orienter vers ça. Parce que je trouve que c'est incroyable, le corps et tout ce qu'il y a. L'humain m'intéressait, me passionnait déjà très jeune. Voilà, j'adorais la philo, toutes ces choses-là. Les questions existentielles qui étaient assez sympathiques parfois. Et donc, je suis allée vers les ressources humaines, je dirais, assez naturellement, en démarrant en psycho, mais après en faisant une école RH. Et j'ai aussi quitté les ressources humaines pour ces raisons-là, c'est que ça devenait de plus en plus des ressources et un peu moins humain. Voilà. Et il y a une relation qui est assez ambivalente avec une personne qui est dans les ressources humaines, parce qu'on signe le contrat d'entrée et on signe le contrat de sortie. C'est pour ça que je dis c'est tranchant parfois. Oui, ça pouvait être... ce qui était important, ce qui est important pour moi, c'est d'être juste, même si parfois il y a des décisions difficiles, c'est d'être juste et d'être dans le respect. C'était malaisant? Non. Ah non, parce que j'ai eu la chance d'être dans des entreprises qui étaient plutôt chouettes, surtout celles où je suis restée le plus longtemps, où j'ai appris beaucoup. Et on avait été en avance sur certains outils RH même. Sauf que petit à petit, déjà je savais depuis toujours que je ne resterais pas dans les ressources humaines et que je retournerais sur le bord de l'école, je reprendrais des études et je m'orienterais à nouveau plus vers la psy, mais je ne savais pas quoi, parce que le clinique ne m'intéressait pas suffisamment. Et donc, petit à petit, la psy du travail, la souffrance au travail, c'est venu comme ça, mais je le savais depuis toujours. Et petit à petit, je sentais que je commençais à être en désaccord à l'intérieur de moi avec certains discours. Et comme moi, là, c'est très important que je me sente intègre, je voyais que ça commençait à piquer un petit peu, sans que ce soit affreux. Mais voilà, donc j'ai dit, ça va peut-être l'heure de prendre une autre route, et j'ai fait. Vous vous dites, ou on vous a bien fait comprendre que... Non, c'est moi. C'est vraiment moi. Oui. Je le sentais. Je pouvais avoir des réactions. Souvent, je disais que j'étais une rebelle loyale. C'est-à-dire que je pouvais avoir un peu des réactions par moments, ça me semblait injuste. Mais j'étais extrêmement loyale et je reste comme ça d'ailleurs. Voilà. Pendant toutes ces périodes RH et autres, où est votre ressenti spirituel, votre éveil spirituel? À partir de quand est-ce que ça commence tout ça? Pour devenir à ce que vous êtes aujourd'hui une thérapeute de l'âme. Beaucoup plus tard, parce que moi j'ai démarré ma vie professionnelle en 96, et là je suis vraiment dans des rails un rail classique de carrière, etc. J'aspire pas du tout au management, par contre. Ça n'a jamais été... voilà, les gens étaient surpris, mais je dis non, ça m'intéresse pas de manager. Et là, à ce moment-là, je ne suis pas là-dessus. Vous m'auriez parlé à l'époque, en 2000... d'Anna Akashique ou de choses comme ça. Alors ça, c'était très loin, mais par exemple, la connexion aux arbres, ça m'aurait semblé un peu lointain, tout ça. Même si j'étais très amoureuse de la nature déjà, très sensible à la nature. Il y avait peut-être déjà une reliance, une sensibilité. Et les choses sont venues petit à petit, même si je m'intéressais quand même à la philo, on est déjà quand même éventuellement il y a un questionnement. Toucher, voilà. Mais c'est vraiment venu plus tard, à partir de 2012. 2012, il y a eu un gros changement. Quel était-il? En fait, ça faisait déjà quelque temps quand je rencontrais certaines personnes, parce que je m'intéressais déjà à la médiumnité. J'ai toujours eu un jeu de tarot, parce que j'étais pas dedans, mais j'avais quand même un jeu de tarot à la maison. Pour le plaisir. Pour moi, pour questionner, parce que j'adorais les cartes. Donc j'avais quand même ça qui était pas loin, même si j'y touchais pas. En 2012, je venais d'avoir mon master 2 en
psy du travail, avec la mention et tout, j'étais contente. Et par le biais d'un ami, je lui dis: «J'aimerais bien rencontrer une voyante, une médium pour voir un petit peu comment ça va se dessiner pour moi au niveau professionnel», parce que je prenais une nouvelle voie, complète. Ah, donc il y avait déjà une ouverture. Ah oui, oui, tout ce qui était médiumnité m'intéressait. Voilà, toutes ces choses-là, je savais qu'on pouvait connecter à autre chose de plus grand, mais ça se traduisait pas plus que ça. Et cette femme, Colette, j'arrive chez elle, je m'assois en face d'elle, elle me regarde, elle me dit: «Vous savez que vous êtes comme moi?» Donc je lui dis: «Ah oui, j'ai un petit peu d'intuition». Elle me dit: «Non, non, beaucoup plus que ça». Je me rappelle pas du tout, je crois pas qu'elle m'ait fait une voyance ou quoi que ce soit, je crois qu'on a parlé uniquement de ça. Dans le même temps, j'ai fait, une astrologie karmique, parce que je sentais que je portais quelque chose qui était pas à moi. Donc c'est vraiment tout à partir de, oui, 2010-2011 où j'ai commencé à ouvrir tout ça petit à petit. Et puis juste après que je rencontre, Colette, dans les jours qui ont suivi, j'étais chez ma mère, je me réveille dans la nuit et j'entendais de la musique, enfin des chants. Mais il n'y avait pas de chants dans la rue, enfin j'entendais, En clairaudience. Voilà. Ça a commencé comme ça, petit à petit. Il y a quelque chose, je pense, à ce moment-là, qui s'est ouvert de par cette conversation que j'ai peut-être eue avec elle, donc c'était pas loin, parce que de toute façon, j'étais intuitive. En recrutement, c'était pas du tout de la canalisation, rien du tout de tout ça, mais j'avais quand même une finesse dans les recrutements que je voyais qui était différente de mes collègues. Qu'a révélé cette astrologie karmique? Ah, l'astrologie karmique avait révélé qu'en effet, je portais quelque chose au niveau des femmes dans la famille, une histoire autour d'un prénom qui était le prénom de Marie. Vous savez que j'ai assisté à différentes conférences, notamment sur l'étude des prénoms. C'est un des prénoms, paraît-il, le plus lourd à porter. Je ne l'ai pas aimé pendant très longtemps. Parce que c'est associé à la religion, parce que je me souviens en 4e, on étudiait la Renaissance, donc il y avait les représentations de Marie, en veux-tu, en voilà, donc allez, on rigolait. Il y avait aussi des chansons, l'expression aussi de Marie, couche-toi là, ni plus ni moins. Et un jour, j'étais chez ma mère, une de ses amies est là, et elle me dit: «J'adore ce prénom. Est-ce que tu as remarqué qu'on peut écrire le mot aimer avec ton prénom?» Ça a été immédiat. Pam! Waouh! Ça a tout changé. Vous savez quoi, je le découvre en même temps que vous. Vous le découvrez là? Ouais. Ça a été une révélation pour moi. Et à partir de ce jour-là, j'ai aimé mon prénom parce que je me suis dit: quelle chance, quel honneur. Waouh! C'est vrai. Et c'était une petite conversation comme ça. J'avais même pas fait de remarques. C'est naturellement, ça a changé ma vie. C'est des instants qui changent votre vie, vous savez? Alors quand vous dites, c'est toujours intéressant parce que c'est ce qu'on appelle nous le déclencheur, le point de bascule, enfin en tout cas un moment fort de votre vie. Une fois que vous avez cette information qui résonne, qui vous impacte, qu'est-ce que vous faites? Là, à partir de là, j'ai juste aimé mon prénom. Voilà, ça m'a réconciliée. Ça m'a allégée de toute cette lourdeur, de tout ce que j'avais eu justement avant. Dans votre lignée, tout ça? Oui, ça, et puis en fait aussi dans la société, voilà, tout ce qui peut être associé autour, les blagues avec les chansons, toutes ces choses-là. Et j'en avais plus rien à faire. Au contraire, je me suis dit: quel honneur, quelle chance de porter un prénom comme celui-là. Quelle libération. Ouais. Et c'est des libérations qui se font, voilà, sans un travail particulier, mais je suis incapable de vous dire à quelle époque ça se situe. Voilà, je me vois juste, je pense que je devais avoir une 20aine d'années. Voilà. En tout cas, si vous prénommez Marie et que vous avez du mal à porter ce prénom pour X raisons, sachez que on peut faire aimer avec le prénom de Marie. Le verbe aimer avec ce prénom. Le verbe aimer. Waouh, superbe. Ça claque. Merci Colette. Merci Colette aussi. Alors elle, ça a été un déclencheur, cette femme. Ça a été un déclencheur. Et puis après, il y a vraiment petit à petit, puis ça s'est de plus en plus accéléré. Puis c'est à cette époque-là aussi que j'ai commencé à tomber sur des cœurs, pas mal. Des signes? Oui, des signes, clairement. Je tombais sur des cœurs régulièrement dans la rue, des choses comme ça. Et à l'époque, je faisais même de la photo avec des amis et souvent, je tombais sur des pierres avec des cœurs et tout ça, ça les amusait un petit peu. Mais j'ai quand même eu un jour une situation où j'étais chez moi et je leur dis:
Donc on est en 2012-2013, hein, parce que ça s'est vraiment accéléré à ce moment-là. Je leur dis, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Et je me prépare un smoothie. Et je fais mon smoothie, je le bois, je vais faire quelque chose, je reviens. Dans mon smoothie, qui était en plus à base de fraises ou de framboises, je sais plus, j'avais un cœur de dessiné. Mais un vrai de vrai. Là, ok. Et j'ai eu d'autres fois dans une tasse sur une journée où j'étais en formation lithothérapie, puis une très grande méditation qu'on a fait juste avant. Je bois mon café, pareil. Donc là, ça a vraiment accéléré beaucoup de choses, et puis ça met tellement de joie, tellement de joie. C'est immense. Les amis, j'interromps juste quelques secondes ce programme pour vous donner une information importante, puisque on va se retrouver très prochainement, en novembre précisément, dans 2 villes de France pour 2 week-ends en immersion totale. Ce sera à Lyon et à Lille au mois de novembre prochain. Vous allez passer donc 48 heures, 2 fois 48 heures, puisqu'il y a 2 week-ends, avec ceux et celles que vous aurez plaisir à retrouver et qui ont une expertise. Vous allez plonger dans un voyage chamanique, par exemple, avec Frédéric Barbet. Vous allez expérimenter aussi la puissance du breathwork. Vous allez apprendre à augmenter votre taux vibratoire, notamment avec la lithothérapie. Vous découvrir aussi à travers la numérologie et puis explorer les mémoires cachées de votre transgénéalogie avec des expériences absolument incroyables. Vraiment, je vous invite à être là. D'abord, ça nous fera plaisir de vous rencontrer et puis d'expérimenter tout cela en immersion totale pendant 48 heures. Ça s'appelle les Week-ends ABC Talk. Vous retrouvez toute l'actualité de ces 2 villes, à Lyon et à Lille, sur abctalk.fr. Je compte sur vous. Quand vous avez tous ces signes, toutes ces synchronicités, qu'est-ce qu'on en fait après? Parce que c'est bien beau. Ben, ça a été un chemin, en fait, ça a été un chemin progressif, puisque donc 2012, j'ai terminé mes études. Enfin, j'avais repris les études de 2000 pour faire mon master. Donc j'ai terminé mes études. Je m'installe en tant que thérapeute et très rapidement, je sens qu'il y a comme des infos qui m'arrivent par rapport à des personnes que j'accueille, par exemple une sensation d'un jumeau perdu, etc. Mais j'ai aucun moyen de le vérifier. Donc je leur dis, est-ce que vous pourriez aller voir une kinésiologue? Elles reviennent avec l'information, elles me disent oui. Donc je vois bien que je perçois déjà des choses. Je me forme au biodécodage aussi, donc je commence à lire des choses autour de la maladie, mais aussi de la symbolique, tout ce qui se passe au niveau émotionnel. Tout ça, c'est progressif, et petit à petit, je suis allée chercher d'autres choses, avec l'hypnose, couvre aussi, et puis moi, je commence à canaliser des messages de temps en temps, qui m'arrivent quand je vais marcher, qui m'arrivent quand je suis à moitié réveillée le matin, des choses comme ça, puis de plus en plus, encore et encore. Et puis, il y a eu le Theta Healing en 2020. Voilà. Et alors là, ça a fait un... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Theta Healing... Alors, le Theta Healing, ça va permettre... on va connecter à l'énergie universelle, à la source, on l'appelle comme on veut. Voilà, moi, je l'appelle la source, et je dis... oui, je dis la source par rapport à ça. Et donc, on va connecter à un niveau, on va dire, de cette vie, au niveau de la lignée historique, génétique, et au niveau de l'âme. Donc, je fais mon stage, enfin ma formation pendant 6 jours autour de tout ça. J'apprends plein de choses, je vis des trucs absolument incroyables. Et en fait, en sortant de la formation, c'est l'heure du confinement. Donc, avec le groupe de formation, on travaille les uns avec les autres à distance, etc. Et moi, ça va vraiment, vraiment complètement ouvrir le canal. Je me mets à canaliser énormément à ce moment-là. Et j'avais eu un doute pendant la formation à un moment donné, parce qu'au cours d'un travail qu'on fait, je ressens la présence de l'archange Michael. Ce qui, somme toute, peut paraître too much. Ah bah clairement, là, je me dis, quand on a fini l'exercice, sachant que j'ai vécu un truc assez fort, mais j'ai ça, et je me dis, Marie, quand même. Ça va. Ça va la tête? Je me dis un peu ça. Donc, je me mets à raisonner fortement. Et là, c'est une personne que nous avons en commun. Mon téléphone sonne. Stéphane Michael. Avec Stéphane, on s'appelle peut-être une fois par an. Qui est un médium. Qui est un médium. Mais donc, du coup,
Vraiment, j'ai fait la tête de, vous savez, quand on voit et on dit non, attends, j'ai mal vu. On bug. Et donc là, je lis en gros parce que Stéphane s'écrit en minuscule et Michael en majuscule. Je viens de me dire, c'est pas possible. Bon, là, je lui ai envoyé un petit message en lui disant, faut que je te raconte quelque chose d'incroyable, mais j'ai eu ma réponse, en fait. Voilà, c'est bien ça. Donc les choses progressent. Ça évolue de cette façon-là, en effet. Et puis, du coup, en consultation aussi, j'ai des moments où, mais c'était déjà le cas avant cette formation, où je sens, j'appelle ça des moments d'inspiration, où vraiment j'ai l'impression que je suis guidée par autre chose de plus grand. Et c'est pour ça que je voulais vraiment aller plus loin dans tout ça. Et donc, il y a eu cette formation en Theta Healing. Derrière, j'ai fait des hypnoses, des enquêtes sous hypnose, là, qui étaient sur YouTube avec une amie. Ça a décuplé le canal encore, où vraiment je commence à connecter à des vies antérieures, à d'autres choses. Et du coup, je me dis, mais c'est peut-être les annales akashiques, tout ça, parce que j'entends parler des annales akashiques. Donc là, on est en 2021. 2021-2022, je me dis, bon, je vais aller vérifier. Parce que moi, à chaque fois, j'ai quelque chose qui s'ouvre, je vais vérifier et je vais me former. Parce que on est sur de l'humain, on ne fait pas n'importe quoi. Respect, être sûr que c'est OK, etc. Et responsabilité. Responsabilité importante. Et donc, du coup, je vais me former par le biais de l'école d'Ernesto Ortiz. Je fais mon premier niveau. Donc là, j'ai plein de choses qui s'ouvrent encore. Et puis, au deuxième niveau, là, je parle de ce que je vis avec la formatrice au moment de la pause. Et je lui dis, voilà, c'est arrivé par le biais du Theta Healing, mais moi, je trouve que c'est très, très proche. C'est cousin. Pour moi, c'est la même source. Hein, il n'y en a pas 50. Et elle me dit, oui, tu fais des annales akashiques. Ça faisait 2 ans que j'en faisais, mais je n'avais pas le protocole classique. Mais du coup, je voulais être sûre. Et puis, je voulais être sûre que je faisais les choses comme il fallait. Et puis, toute cette période-là aussi, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Hein, tous ces temps-là, depuis longtemps. Mais ce qui est fantastique, c'est que le travail que vous allez mettre en place, c'est un travail, mais il y a une vraie belle progression dans votre ouverture. On sent que les choses se présentent au fur et à mesure et ça monte en puissance à chaque fois. Ça monte en puissance et dans des moments où je peux avoir des mais oui, bien sûr, il se passe quand même des choses assez importantes, c'est assez inoubliable. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, heureusement que c'est progressif parce que si ça avait été d'un coup, je sais pas si j'aurais été capable de le gérer de par ma sensibilité, etc. Et donc, ça me va très bien que ça a été comme ça progressif et ça continue d'évoluer tout le temps. Je vois bien que les consultations que je faisais il y a 2 ans et aujourd'hui, il y a d'autres choses, ça s'est enrichi. Du coup, je suis arrivée avec la libération karmique aussi. Mais au départ, j'ai démarré avec les lectures d'âme. Et j'avais l'impression que je faisais des annales akashiques, mais je m'interdisais d'utiliser le mot tant que j'avais pas la confirmation que c'était bien ça. Qu'est-ce qui vous a apporté la confirmation? C'est la personne? Par le biais de par le biais de la formation où j'ai fait déjà j'ai expérimenté, on a pu partager parce que pour moi, pour mon évolution, mais surtout parce que c'est important, on est sur de l'humain. Non, c'est sûr. Mais depuis toujours, quand j'ai tous les outils que j'ai pu utiliser en biodécodage, je les avais utilisés pour moi dans mon cheminement, dans mes propres blessures, etc. Je me suis formée à un moment donné à la thérapie par les mouvements oculaires. J'utilise pas le mot officiel parce qu'il est protégé. Donc, pareil, je l'avais utilisé pour moi parce que je voyais qu'il y avait des résultats. Donc, je me dis, il faut que j'aille chercher ces outils. Et en fait, en allant chercher ces outils, ça ouvre à toujours un peu plus loin dans un état modifié de conscience. C'est ça qui s'est passé. Parce que je vois bien que c'est beaucoup plus grand. Et c'est passionnant, c'est sans fin. Et puis, on est en chemin toute notre vie. Hein, par rapport à l'authenticité, je travaille chaque jour, je dirais. Bien sûr. C'est un travail du quotidien. Donc aujourd'hui, quand j'ai énuméré tout à l'heure la guidance avec le tarot, les missions d'incarnation, les libérations karmiques, les lectures d'âme, l'arme, c'est pas tout de suite, les annales akashiques, tout ça sont des thématiques sur lesquelles vous pouvez des angles d'approche pour cette fameuse, cet appel de l'âme. Oui. C'est les personnes qui viennent vers moi, souvent, elles ont déjà fait un travail. Un peu comme moi j'ai eu des périodes, j'avais fait un travail, je me disais, OK, j'ai compris, mais il y a autre chose.
l'astro-karmique, c'est parce que je sentais que je portais quelque chose. J'ai dit, ça ne m'appartient pas. Enfin, j'ai hérité de quelque chose que j'ai pas vécu dans cette vie, etc. Et donc, du coup, j'ai proposé ça petit à petit. Au début, je l'ai fait avec des copines, histoire de vérifier. Et puis, c'était très vrai, c'était très juste. Donc, et puis, à force de le faire, ça a intensifié, on va dire, l'ouverture du canal, etc., la réception des messages. Et donc, du coup, des personnes qui viennent à moi pour des lectures d'âme, elles vont me donner des thématiques, par exemple des problèmes d'estime d'elle-même, l'impression d'être toujours échouée, l'incapacité à prendre sa place, etc. En lecture akashique, c'est plus des enseignements que je reçois pour les personnes. La libération karmique, elle va être alliée à la lecture d'âme, c'est-à-dire que vraiment, a priori, tout est là, tout va bien, mais il y a quelque chose qui... Et donc, une fois que j'ai récupéré les informations par le biais en fait, de la source des annales akashiques, je vais recevoir des informations pour des protocoles. C'est là où le Theta Healing me sert aussi, puisque j'avais travaillé avec des protocoles, et je reçois des infos, avec quoi il faut travailler, etc. Ça peut être des décrets, ça peut être une lettre, ça peut être de l'EFT à faire pendant un temps, mais qui va être adapté à la personne, où là, on va échanger, et je vais adapter. Et après, ce qui est important, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'elles reprennent la main. C'est-à-dire, il y a la lecture, on a de l'info, et après, à travers ce travail-là, elles reprennent la main, elles deviennent actrices, parce que notre rôle, pour moi, c'est d'accompagner à un moment donné, mais pour que chacun redevienne souverain dans son royaume. Voilà. Vous dites, vous avez cette phrase que je trouve très belle et qui me donne la mesure de votre spiritualité. Vous dites, on a oublié que nous sommes des miracles. Oui. Bon, certains devraient, de temps en temps, y repenser. Oui. Mais je trouve que cette phrase est forte. Oui. Déjà, parce que nous sommes issus de l'énergie de vie. Et l'énergie de vie, c'est un miracle. Elle est permanente. C'est ce que j'avais reçu un jour en message. Je préparais un live et je canalise, où il m'explique qu'il y a l'énergie. Nous sommes issus de l'énergie de vie, la vibration, fréquence, etc. Et qu'au moment où on va naître, on oublie. Et que les conditionnements vont renforcer ces oublis. Et que le but de notre vie, en fait, c'est de nous rappeler qui nous sommes vraiment à travers des expériences. Mais à la base, c'est un miracle. La vie, c'est un miracle. Quand on regarde une plante qui pousse, quand on regarde la variété d'oiseaux, on n'aurait pu avoir qu'une seule variété, une seule race d'oiseaux. Puis on n'en parle plus sur Terre. Il y a plein de choses, c'est d'une grande richesse. Et notre corps, c'est quand même assez fou. La cellule qui a une information. On est issu de la fusion d'un spermatozoïde et d'une ovule. C'est bien une histoire de fusion. Donc c'est pour ça que je dis que nous sommes des miracles. Est-ce que cette spiritualité vous a réconcilié avec vous-même? Oui. Elle me réconcilie tous les jours. Parce que c'est toujours. Il y a des choses sur lesquelles j'ai évolué et des points sur lesquels je me sens encore à évoluer. Par exemple? L'exigence que j'ai à mon égard. Ah. Voilà. Et du coup, je continue d'évoluer par rapport à ça, mais il y a des choses vraiment qu'on changeait, mais entre autres de par cette crise de vie que j'ai eue en 2003. Ça a été là le tournant pour moi, le déclic. Vous voulez nous la raconter? Oh bah je peux, oui. Je mène une vie tout à fait, je dirais classique, qu'on appelle métro boulot dodo. Je travaille dans les ressources humaines. Je suis en couple. Je vais me marier. C'est cette année-là, en fin 2002. Et en fait, probablement que le fait de me marier, mais c'était déjà très latent, mais le fait de me marier est venu toucher des choses sur qui je suis. Et donc, du coup, derrière, j'ai eu vraiment... c'est pas un effondrement à l'intérieur de moi, mais je me suis rendu compte que j'étais à côté de moi. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Il s'est passé 6 mois. Déjà, je me suis séparée assez rapidement après mon mariage. Mais inimaginable que ça puisse arriver. Et de là, en fait, j'ai été dans une phase de
vraiment de déconstruction, reconstruction, c'est-à-dire que pour moi, c'est une nuit noire de l'âme que j'ai vécue à ce moment-là, c'est-à-dire que je savais vraiment plus qui j'étais, qu'est-ce qui était important pour moi. Et souvent, j'utilise l'image c'est comme si on avait sorti le moteur de la 2 chevaux, on a démonté pièce par pièce, on les a nettoyés et on a remonté. Et j'ai eu toute une période où j'avais plus que le travail pour me raccrocher. C'était vraiment ce qui me ramenait à du concret, etc. Et j'ai eu besoin de travailler sur moi, de me retrouver. Et ça a été petit à petit, ça a été long. Mais j'ai eu quasiment 1 an, je considère que je marchais à côté de moi. Voilà. Et c'est là où vraiment où j'ai compris que je manquais d'authenticité à moi-même, donc de fait dans ma vie. Voilà. Et c'est là que le chemin a commencé. Vous auriez pu vous en apercevoir avant le mariage. Alors, c'était latent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'était latent, mais j'étais dans, je fais mes études, j'ai mon travail, je suis cadre dans une entreprise, j'évolue. Ah, tu veux pas être manager? Non, ça, par contre, ça m'intéresse pas. C'est pas normal. Ça, je l'ai géré à ce moment-là. Et de construire petit à petit, mais au fond, j'aspirais à autre chose. Mais je le savais pas. Il a fallu qu'il y ait ce moment-là, et surtout, j'ai compris plus tard pourquoi c'était arrivé tout ça. T'étais en train de t'éloigner de ta nature profonde. Et mon ex-mari n'y est pour rien. Ça a dû être compliqué pour lui, évidemment. Oui. Oh, pas que lui, ma famille aussi. Oui, alors j'allais parler de votre famille, parce que quand on est dans cet éveil spirituel, quand on vit ce que vous vivez, est-ce que vous êtes aujourd'hui la Marie des débuts et celle qui est aujourd'hui en face de nous, ça n'a évidemment rien à voir. Non, oui, de toute façon, je pense que nous évoluons tous. Si on regarde il y a 20 ans comment nous étions, à mon avis, on a quand même évolué les uns et les autres. Ou pas. Mais après, aujourd'hui, ma famille n'est plus surprise quand j'annonce des grands changements. Ils ont compris, mais c'est des grands changements qui sont toujours réfléchis. Et c'est sûr qu'entre l'époque où je suis cadre RH et aujourd'hui, où ils n'ont pas tous compris ce que je fais quand même, il y a un gap. Et puis, mon mode de vie a beaucoup changé aussi. Voilà. Beaucoup changé. Très simple. Ouais. Oui, on revient souvent. D'ailleurs, souvent, les gens qui ont cet éveil spirituel et qui cheminent ensuite pour le développer, disent combien beaucoup de choses sont relativisées. Et c'est ce qu'on appelait presque le dépouillement personnel. Oui, mais c'est ce qui s'est passé quand je vous dis l'image du moteur de la 2 chevaux. Ça a d'abord été intérieur pour me rappeler qui je suis, et puis ça a été un cheminement petit à petit. Et après, ça a amené des changements. Au niveau alimentaire, il y a des choses que j'avais plus envie de manger. J'étais déjà une amoureuse de la nature, mais ça l'a été encore plus. Et puis, je suis émerveillée de toute façon par la nature. Et ce besoin de garder, d'être au calme quand même. Voilà. Quand j'arrive dans Paris, c'est... c'est sûr que tous ceux qui viennent de province, à chaque fois, nous disent... J'ai vécu à Paris longtemps. La violence, J'ai vécu en région parisienne longtemps. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous n'intitulez pas, en tout cas, il n'y a pas sous votre nom le mot médium? Parce qu'il y a souvent de la confusion sur le mot médium, même si je canalise, bien sûr. Vous êtes médium? Oui, je le suis. Mais dans les médiums, il y a ceux qui font du contact défunt. C'est souvent associé à ça. Et moi, je ne fais pas de contact défunt. C'est très rare. Quand j'ai un défunt qui se présente, c'est qu'il a un message ça peut être lors d'une lecture d'âme ou lors d'une session lecture d'annales akashiques. Donc, mais ça m'arrive peut-être en 3 ans, ça a dû m'arriver 5-6 fois un contact défunt. Donc ça veue dire qu'on ne vous consulte pas pour un contact défunt? Non, c'est pas du tout. D'ailleurs, c'est pas dans ce que je propose. Je n'en fais pas. Quand j'ai un défunt qui se présente, c'est que vraiment il a un message pour la personne qui est important. J'en suis moi-même surprise, parce que de toute façon, quand je démarre une lecture d'âme, par exemple, la personne, je lui dis, je ne sais absolument pas si tout va se passer dans cette vie, si on va montrer quelque chose au niveau de la lignée familiale, un ancêtre ou même une vie antérieure. C'est au moment où j'y suis que je découvre. Ouais, c'est ça.
Mais c'est fantastique. Ça veut dire qu'on on évite de vous consulter pour quelque chose de très précis, enfin, une demande précise. Si, parce que dans les lectures d'annales akashiques que je fais en visio, je ne sais absolument pas pourquoi on vient. J'ai aucune info à l'avance. La lecture d'âme, je la fais en audio. C'est-à-dire que j'ai pas la personne en face de moi. Okay. Et elle va me mettre des sujets. Par exemple, j'ai un problème de place, etc. Donc, je vais d'abord voir ce qui arrive spontanément. Et ensuite, je vais aller interroger. À partir de là, je reçois les infos sous forme d'images, de choses qu'on peut me dire. Je peux partir dans d'autres époques. On peut me faire référence à des films pour situer l'époque ou situer un état d'esprit de l'époque. Il y a pas très longtemps, j'ai fait toute une lecture d'âme à une jeune femme et à un moment donné, j'entends une chanson de Jennifer Lopez. Je me dis, mais je comprends pas. Et ils me disent, regarde. Donc en même temps, il fallait que j'allume l'ordinateur, que je regarde. Et il lui disait, il faut absolument qu'elle écoute cette chanson et qu'elle lise les paroles. Et les paroles traduites en français, c'était sa vie. Tout ce qui la concernait, ce pourquoi elle était venue, et que vraiment, il lui disait même dans cette chanson, ils sont pleins d'humour. Hein. Voilà, il y a des choses parfois difficiles que je peux recevoir en info. Et mais il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de choses qui peuvent être touchantes. Et sur le coup, je peux ne pas comprendre une info comme ça. Je dis bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Parce que les informations que vous avez viennent de vos guides. Elles viennent de la source de vos guides. De mes guides. Alors moi, je n'ai pas un personnage qui descend devant moi. Je vais ressentir une énergie. Que vous ne visualisez pas. Alors dans les annales akashiques, je peux comme une sorte de boule de feu, de spectre, etc. En général, ils sont 3. Quand par contre je connecte à l'énergie de Marie ou de Sananda, là je vois comme un hologramme. Quand c'est un défunt, je sens l'énergie et je reçois l'information que c'est par exemple la mère ou un grand-père ou des choses comme ça. J'y vais prudemment parce que si jamais je me trompais que la personne n'allait pas décéder, que ça fasse pas peur. Mais c'est très très rare le contact défunt. Et vous doutez encore? De moins en moins. Bah oui. Parce que je m'aperçois, d'une part, parce que les retours que j'ai des personnes, je suis moi-même bluffée. Ça m'est arrivé de m'envoyer, soit en démarrant en visio, soit en envoyant mon audio en me disant quand même. Et puis la personne, elle me dit mais c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de ce que je ressens au fond de moi. Vous avez mis des mots sur des choses que je ressens depuis tellement longtemps, mais j'arrivais pas à mettre des mots. Ou même il y a quelque temps, c'était une lecture d'annales akashiques au moment où je me prépare, parce que je me lave toujours les mains. Enfin, j'ai tout un petit truc. Et après, pendant que je lisais la prière, j'entends une musique brésilienne. J'entends pou 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 pou, tout ça. Bon. Et je dis c'était une jeune fille, je lui dis écoutez, peut-être que ça a un sens pour vous, mais voilà la première info qui arrive. Elle me dit ah mais oui c'est normal parce que tous les matins je mets de la musique et je danse et je les appelle. Donc pour elle c'est évident. Et ce qui est assez fascinant, c'est que et qui est parfois même difficile à comprendre, c'est que cette capacité de médiumnité que vous avez, elle est scindée, c'est-à-dire c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire vous ne pouvez pas, ou vous avez très peu de contact avec les défunts, mais vous avez des perceptions avec une guidance incroyable qui vous vient de la source. Il n'y a pas on parle du grand tout, donc vous devriez tout percevoir, ressentir. Alors peut-être qu'un jour j'aurai du contact défunt, je ne sais pas. J'ai tendance à le regarder de la façon suivante, et encore une fois c'est mon prisme. C'est que dans le monde de la cuisine, vous avez de la cuisine italienne, de la cuisine chinoise. Peut-être que dans cet univers-là des médiums, on a des spécificités. Moi, dans les annales akashiques, c'est plutôt des enseignements, assez rarement des vies antérieures. Dans les lectures d'âme, par contre, ça balaye tout, de cette vie à des vies antérieures. La mission d'incarnation, c'est du travail en tarot karmique, donc c'est autre chose, mais en même temps, je canalise. Mais ouais, le défunt, c'est pas dans mon spectre aujourd'hui. Et vous aimeriez? Pas forcément. Non, on parle de la libération karmique. Oui. J'aimerais bien qu'on détaille ça. Alors, dans la libération karmique, la façon dont ça va se passer,
C'est que la personne, là, elle arrive avec une problématique. Par exemple, une difficulté dans le rapport à l'argent, des répétitions, ça c'est très fréquent, répétition de schémas de relations amoureuses ou dans le travail, ou même d'une façon générale, à chaque fois, ça se termine de la même façon, que ce soit professionnel, amical ou quoi. Et donc, j'ai beau avoir fait un travail sur moi, il y a quelque chose qui se répète, j'arrive pas à sortir un petit peu du cercle. Donc là, je vais travailler en 2 temps. Je vais d'abord canaliser ce que je reçois par rapport à la thématique. Donc, je l'ai pas en face de moi, la personne, c'est en audio. Je lui envoie son audio, elle écoute les informations qui sont transmises. Moi, je note, parce que 48 heures après une lecture d'âme, reset total. Et tant mieux d'ailleurs. Oui, ouais, parce que ça m'est arrivé de voir des trucs. Ça peut être lourd, voilà. imagine. Ça ferait. Eh oui. Il y aurait plus de place. Et du coup, derrière, quand nous avons le rendez-vous en visio, donc j'explique toujours comment va se passer le rendez-vous, et c'est comment ça a fait écho en vous, la lecture. Et ensuite, à partir de là, moi, je continue à canaliser pendant qu'elle me parle, je reçois des informations sur quel axe de travail, de choses comme ça. Et on va échanger. Donc, mon travail d'avant de thérapeute me sert là pour aborder certaines choses, etc. Et à partir de là, je vais, soit je canalise parfois des décrets, des choses en direct, soit par rapport à des protocoles que j'ai, ils vont me dire « va voir celui-là ». Donc je dis à la personne « écoutez, je vais vous lire un protocole, dites-moi si ça résonne pour vous ». Et dans beaucoup de cas, à ce moment-là, je vois ça. Donc, a priori, oui. Et donc, elles vont faire le protocole, je reçois l'information. Est-ce que c'est pendant... Alors, un décret, c'est une seule fois, mais le protocole, ça peut être 7 jours, 14 jours, 21 jours. Donc, c'est là où elle reprend la main, puisque du coup, je vais lui envoyer le protocole, je lui explique comment ça va se passer. Je lui dis de me tenir au courant, parce que peut se passer des libérations, des rêves particuliers à ce moment-là. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous me contactez. Et sinon, on fait le point dans 3 semaines pour voir où ça en est, éventuellement un autre protocole s'il y a besoin. Et donc, ça permet de travailler sur la mémoire, donc soit qui est dans cette vie, quelque chose qui a été, par exemple, une personne, toute son enfance, elle avait pas le droit à la parole, elle avait pas le droit de prendre sa place, elle a eu une éducation comme ça, donc dans cette vie, c'est très compliqué pour elle. Ça peut être par rapport à dans cette vie ou des vies antérieures ou des ancêtres, donc de libérer. J'ai des protocoles de libération de lignée féminin, par exemple, des choses autour de la violence, les abus, parce que ça, on est bien servi quand même aussi en mémoire. Et à partir de là, c'est là où elle reprend la main, parce qu'elle va travailler, elle va l'intégrer. Le travail se fait en plusieurs fois, et ensuite on refait le point pour voir où ça en est. Si besoin, on en fait un autre. Voilà. Je me pose quand même parfois, je me mets à votre place, et tous ceux qui ont ces facultés, c'est de me dire, d'abord, je trouve que c'est une chance extraordinaire que de percevoir, de ressentir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour tout s'arrête? Alors ça m'est arrivé de me le dire, et si demain tout s'arrêtait? Totalement. Eh ben, on verra demain. Bien sûr. C'est pas le C'est la cas réponse la aujourd'hui. plus simple que vous puissiez faire. Mais c'est la réponse la plus simple. Mais en même temps, vous avez ces craintes-là? Tous les médiums, tous ces gens qui perçoivent, tous ceux qui parlent de la guidance, des libérations karmiques et autres. Et si demain tout s'arrête? Alors, ça m'est arrivé de me le dire. Et je me suis dit, si tu as ça aujourd'hui, si tu œuvres de cette façon-là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Voilà. Parce que ça a été progressif. Bien sûr. Et tout me sert. Ce que j'ai eu, même en RH, ça me sert. Quand je devais prendre la parole en public, des choses comme ça. Donc ça me sert. Tout ce que j'ai appris en thérapie, ça me sert. Et donc ça a été progressif. Moi, je ne vois qu'une évolution, c'est-à-dire comme si ça s'agrandissait. Et donc, je fais confiance. C'est pas pour rien que c'est là. Après, moi, j'ai un chemin de vie neuf. Prénom, nom, neuf. Tous mes prénoms, noms, neuf. Mon jour, mois de naissance, neuf. Année de naissance, neuf. Ah, j'ai du neuf. Beaucoup. Qui signifie fin de cycle. Le 9, c'est le chemin des altruistes, c'est le chemin humaniste, c'est Saturne, tout se fait lentement. C'est l'ermite dans le tarot de Marseille. Et je vois bien que ma vie, ça a toujours été ça. C'est des choses qui sont très lentes, qui se font petit à petit. Voilà. Et donc, je fais confiance. Voilà, pour répondre à votre question, je fais confiance.
J'ai déjà fait 3 métiers différents. C'est celui dans lequel vous vous épanouissez le plus? Oui, j'imagine. Ah, aujourd'hui, ouais, vraiment, je suis d'une part profondément honorée de pouvoir faire ça. Je remercie après chaque consultation de me permettre de faire ça. Gratitude. Là-haut. Je suis très honorée de la confiance qu'on m'accorde. Mais vraiment. Parfois, je reçois des témoignages, j'en ai les larmes aux yeux quand je les lis. Et moi, je suis juste... parfois, en rigolant, je dis je suis le transistor ou le traducteur. Et je suis de passage. Je suis juste de passage pour donner une information ou permettre ou qui va révéler. Et après, je m'en vais sur la pointe des pieds. C'est à eux de jouer, c'est à eux d'avancer, ça débloque des choses, ça peut servir pour un autre travail après. Et c'est vraiment... moi, je considère que je suis là pour servir. Bravo, moi je trouve que c'est assez fascinant parce que c'est plein de courage également ce que vous mettez en place. C'est-à-dire que d'abord vous avez cette responsabilité-là, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a beaucoup de médiums qui n'ont pas nécessairement cette conscience de la responsabilité qui est importante. Est-ce que vous avez des limites? Est-ce que vous arrive de vous interdire certaines choses ou de ne pas vous autoriser à? Alors déjà en guidance tarot, je fais pas la santé. Ok. Okay. Je peux avoir une personne dans une lecture d'âme qui dit voilà, j'ai ça comme problème de santé, qu'est-ce que ça peut venir raconter? Et puis de voir parfois que c'est une mémoire. Ça. Voilà. Et ça, vous pouvez faire un travail là-dessus? Oui. De libération? D'information, etc. Ouais. Surtout que moi, ça m'est arrivé. Pour moi. Mais après, en guidance, je refuse qu'on puisse me demander est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça. C'est une guidance. Donc, on va aller explorer par rapport à la situation, dans quelles énergies vous êtes, qu'est-ce qui est facilitant, qu'est-ce qui est bloquant, qu'est-ce qui peut vous aider, mais en aucun cas ce que vous devez faire. Ça, c'est pour ça que je disais de redonner la responsabilité. Moi, je considère que nous sommes des accompagnants, des traits d'union. Et parfois, on me dit des choses, je dis non, moi je dis je suis juste, je fais le messager. Vous avez un livre? Alors, j'avais écrit un livre en 2017, mais les murmures de ton âme. Ouais, mais c'était plus sur... j'avais dit c'est pour les débutants dans le développement personnel où ça parle... En fait, le thème de fond, c'est de oser. Et puis parce que je voulais absolument écrire, faire l'exercice de l'écriture, faire cette expérience-là. Et donc, c'est des nouvelles, mais ça parle du fait d'oser dans sa vie. Parce que c'est quand même... Sauf que l'évolution chez vous, entre le moment où vous faites ce livre et aujourd'hui, il y a un monde. Alors, entre 2017 et aujourd'hui, oui. Il y a un monde. Oui, oui. Bien sûr. C'est clair. Donc, ça mériterait une autre écriture. Ah bah, il y a 2-3 projets, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est surtout le matin, quand je suis entre deux, ou parfois quand je conduis, où j'ai reçu comme un sommaire. Donc, je le note dans mon carnet pour un jour, en me disant ce serait bien que je trouve le temps de faire ça. Et puis, j'ai un petit carnet où je canalise des messages, et j'ai des thématiques sur la gratitude, sur l'amour. Et ça aussi, ça fait partie d'un thème, parce que c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai apporté un message, si j'ai le temps. Vous avez apporté un message? Un message que j'ai reçu où je me suis dit que ça peut être intéressant de le partager. Avec nous? Oui. Et on peut pas le partager là? Bien sûr. Ah! Si je peux prendre mon carnet? Non, parce que vous avez le micro. Mais on va vous amener, on va nous donner le sac tout de suite. Et ça va être... C'est un message de vos guides? Tiens, si tu peux juste faire passer. Alors, c'est juste prendre le foulard et me donner le carnet vert. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, hop, c'est pas bien de fouiller dans le sac d'une femme. Oui, mais c'est moi qui l'ai demandé. D'accord, bon, différent. Ça va. Hop, voilà. Merci beaucoup. Merci. Comme ça, Ça, c'est le petit carnet dans lequel vous notez tout? Alors ça, c'est un carnet où je canalise. Quand je demande pour moi, parfois, et je canalise des messages, mais je peux canaliser aussi des thématiques. Et là, vous voyez, c'est sur une feuille de papier, parce que c'était le jour où j'allais faire un live le soir. J'étais en train de manger le midi, je déjeune, et je comprends qu'il faut que je pousse mon assiette et que je note. Ok. Et pourquoi c'est un message qui nous est destiné?
Parce que c'est un message qui est destiné à tous. Ah, ok, donc vous pouvez le lire pour tout le monde. Ouais. Ok, on vous écoute alors. C'est pour ça que, en toute simplicité et humilité, hein, il est intemporel, en plus. Je peux? Je vous en prie. Gardez la clairvoyance en toutes circonstances. Restez au-dessus. Regardez la situation de l'extérieur comme un spectacle, une scène qui vous est présentée. Ne prenez rien de façon personnelle et écoutez alors ce que cela vient raconter, mettre en lumière de vous. Il n'y a pas de noirceur, mais des zones à éclairer. Elles peuvent être de carences, de blessures ou de manques, en aucun cas définitives. Il ne s'agit pas alors de les effacer, mais de leur apporter lumière, écoute et amour. C'est cela que vous appelez libération ou réparation. C'est le fait de lui prêter attention et de l'écouter. Cette blessure, ce manque, sont alors comme un enfant triste que vous prenez le temps d'écouter, de réconforter et dont le visage s'illumine. La quête de pouvoir est le résultat de carences, blessures, manques qui n'ont pas été entendus. Le refuge est alors à ce pouvoir, l'illusion du faste, par exemple, ce n'est qu'une illusion. Privilégiez la hauteur, cultivez votre lumière intérieure. C'est ainsi que vous éclairerez le monde parce que le vôtre est éclairé. C'est ainsi que vous vivrez votre souveraineté. Vous avez des petits déjeuners violents. Non, c'était des C'était dîners. le déjeuner. Oh, c'est pas violent, c'est magique. Oui, c'est non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire violent de fulgurance. Oui, mais c'est beau. Quand je ressens ça, je sais que stop. Hein. Je serai en train de conduire, je me mettrai sur le côté et je prends mon téléphone et j'enregistre. Ça m'est arrivé la nuit de me réveiller, je recevais des messages et j'enregistrais directement. Et je le reprenais le lendemain, parce que la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit bon, c'est bon, je me rappellerai demain. Ouais, rien du tout, c'est fini. oublié. Ouais. Et là, c'était voilà, j'allais faire ce live le soir. Je reçois ça et en sachant que je venais ici, j'ai eu comme un rappel, emmène-le. Je me suis dit, je verrai si je peux ou pas. Bien sûr, et merci pour ce cadeau. J'avais même oublié, vous voyez. Merci infiniment. Voilà. Marie Frakowiak, je vous invite autour de cette vidéo, vous avez l'intégralité des liens pour entrer en contact avec Marie si vous avez besoin de son éveil spirituel, de son accompagnement, hein, que ce soit dans les lectures d'âme, annales akashiques, libération karmique, les missions d'incarnation et autres, la guidance, le tarot. Marie saura évidemment répondre à vos attentes. Merci infiniment, Marie. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir de vous écouter. On sent qu'il y a une certaine... j'ai pas eu évidemment le plaisir de vous connaître il y a quelques années en avant, mais on sent qu'il y a une espèce de sagesse qui s'installe chez vous. Vous êtes assez calme, hein? Je suis... Oui. Ou une fausse calme? Non, je suis calme. Ouais, je pense. Et j'ai un de mes anciens collègues à l'époque où j'étais dans les RH, il m'a dit, plus les années passent, plus tu deviens un Bouddha. Pas trop, hein. Pas trop. Merci Marie. Merci à vous. Infiniment. Merci pour tous vos commentaires bienveillants comme toujours. Les liens autour de la vidéo juste en dessous pour entrer en contact avec Marie. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.